Bien, merci d'être là, très choyée d'être là aujourd'hui. Merci pour la présentation. Donc aujourd'hui, oui, on va parler d'équilibre occupationnel. Plus spécifiquement, on va regarder comment on peut comprendre les facteurs qui influencent le rendement, la participation, puis l'engagement des gens à prendre soin de leur santé. Des gens étant les personnes que vous accompagnez, mais aussi pour vous. Et donc, à travers les exemples et les outils que je vais vous proposer, vous allez voir un peu le rôle de l'ergothérapie pour soutenir l'équilibre occupationnel et prévenir les problèmes de santé. Donc, on a 75 minutes ensemble. Est-ce que ça inclut, s'il y a une période, une dizaine de minutes de questions? Bien, ou 75 overall. en tout. Après, s'il y a d'autres questions, on le fait pas. OK, parfait. Donc, oui, je veux vous donner certaines informations, certains savoirs, mais je suis très à l'aise à ce que ça soit participatif aussi. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à interagir sur mes propos. De toute façon, je vais avoir des questions pour vous là, dans mes sections. À vous la parole. En ergothérapie, on aime ça, avoir des résultats concrets, tangibles. Donc, je vais vous partager aussi des outils, des stratégies vraiment dans le pratico-pratique. Donc, on a déjà fait ma présentation. Ça, c'est les deux principaux chapeaux que je porte en ce moment, mais tout ça pour vous dire que ce qui relie de toute façon toutes mes occupations, tous les postes que j'ai déjà eus, c'est de soutenir le développement de pratiques qui sont concertées et préventives. Donc, l'ergothérapie, je sais qu'il y a des ergothérapeutes peut-être dans la salle qui pourront compléter ce que je vais parler aujourd'hui. Peut-être que vous avez eu la chance de rencontrer un ergothérapeute. Habituellement, on est très apprécié et utile. Si ce n'est pas le cas, je vais vous présenter un petit peu ce que ça peut être. Mais ça reste une profession qui peut être difficile à définir. Un des facteurs qui explique pourquoi c'est difficile de saisir ce qu'on fait en ergothérapie, c'est qu'on est des généralistes. Donc, on est capable de travailler un peu comme le médecin de famille, 0-100 ans, puis sur différents enjeux, différentes problématiques, ce qui fait que d'une ergothérapeute à l'autre, on peut avoir une expertise ou développer des outils ou des stratégies qui sont très différentes. Donc, oui, c'est la même profession, une ergothérapeute qui installe des barres de bain dans une salle de bain ou qui va voir votre poste de travail. Mais ce qui nous rassemble, en fait, c'est notre analyse occupationnelle. Donc, on va regarder aujourd'hui c'est quoi l'analyse occupationnelle, comment un ergothérapeute fait son analyse. Donc, l'ergothérapie, en quelques mots, ça permet aux personnes d'organiser, d'accomplir les activités qu'elles considèrent comme importantes. Donc, on se définit par nos occupations. Hein. Ça se peut que sur votre carte aujourd'hui, ça soit écrit quelque chose à côté de votre nom, enseignante, naturopathe. Donc, ça fait partie de notre identité, ce qu'on fait. Mais ça peut être aussi, donc ça peut être de se réaliser au niveau professionnel, mais ça peut être aussi de se divertir, de se développer, de prendre soin des autres. Donc, c'est très large ce qu'on fait comme occupation. Pour les ergothérapeutes, on va considérer que l'occupation et les routines sont au cœur de la santé. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment les fondements de notre profession. On est des spécialistes en occupation. Donc, on va regarder comment on est engagé dans nos occupations, puis comment ces occupations-là soutiennent ou nuisent à la santé, finalement. La santé étant aussi un concept large où on va regarder comment on peut se développer, comment on peut s'épanouir, et puis on va utiliser l'activité comme finalité, donc comment on peut participer aux activités qu'on veut participer, mais aussi comme moyen. Donc, comment on peut utiliser l'activité pour nous aider à nous développer ou à s'accomplir. Donc, l'occupation, ça va être notre but, mais ça va être aussi notre moyen d'intervention. Ce qui fait qu'on peut faire des affaires un peu bizarres, comme faire des casse-têtes ou jardiner avec des clients. Fait que là, peut-être que vous allez comprendre un peu mieux pourquoi c'est ce genre de choses-là qu'on pourrait faire avec notre clientèle. Moi, j'aime bien définir l'ergothérapie aussi comme des justiciers occupationnels. Je trouve que c'est engageant, déjà, de le nommer comme ça. Puis, peut-être que ça va être une façon que vous vous souveniez aussi de c'est quoi que ça fait une ergothérapeute. Donc, on est des justiciers occupationnels.
Fait que ça fait image, hein, tout ce qui fait image nous aide à retenir l'information. Donc, c'est mon clin d'œil à ça aujourd'hui. Et puis, ma mission aujourd'hui de super-héros, ça va être de regarder avec vous, comprendre les facteurs qui influencent l'équilibre, la participation, puis le rendement des individus. Donc, avant que je vous explique l'analyse occupationnelle, je vous donne tout de suite la parole. On va essayer d'identifier c'est quoi les défis, soit que vous vivez ou que vous appréhendez, quand vous voulez accompagner des gens vers des changements porteurs de santé. Donc, vous avez peut-être tous des expertises ou des façons de travailler. On travaille avec un objectif commun, on veut que les gens soient en santé. Fait que qu'est-ce qui peut nuire à l'atteinte de ces objectifs-là? Les finances. OK. Le manque de temps. La désinformation. OK. Des informations, mauvaises informations, croyances peut-être associées. Oui, des fois quand il y a des discours différents, là. Oui. La durée de l'attente pour avoir accès au service. L'accès, oui. Les délais. Pardon? La motivation, super, on va en reparler de la motivation. L'argent. Personne âgée s'adapter à des blessures pour continuer à être actif malgré des blessures, des opérations, des choses comme ça. Fait que des situations d'adversité qui sont difficiles à traverser, Oui. de façon générale, peu importe l'âge, là, mais des fois, oui, ça peut être plus difficile de s'adapter avec le temps. Des choses, des fois, qui se rigidifient avec le temps. Des croyances limitantes. Oui, OK. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on en oublie, hein? Oui? Faire sortir les vrais objectifs de la personne. OK. Comment l'amener à se poser les vraies questions. OK. Parce que, ouais, c'est aidant parce que c'est avec ça qu'on va être capable de voir leurs vrais objectifs et on va être capable de les aider à les accompagner à les atteindre. Fait que comme si on n'a pas toujours la même cible ou on n'a pas pris le temps de définir aussi la cible comme il faut. Fait que là, on est peut-être déçu du résultat, mais on n'avait peut-être pas à la base le même but. Effectivement. Fait que, tu sais, toutes ces réponses sont bonnes. Oui, il y en a d'autres? Il y avait la persistance, parce que la motivation, des fois, au début, Mhm. c'est comme, OK, parfait, on commence, moi je donne des hormones, fait, tu sais, on est tous contents, puis année, oups, il y avait comme la persistance OK. de continuer à aller s'entraîner, continuer à bien manger. Tu sais, c'est comme au début, il y a la motivation, mais il y a comme quelque chose qui ne ressemble même plus à la motivation, qui est de l'acquérir comme identité, Ouais. que je trouve difficile. OK. En fait, pour moi et pour les autres. Qui nuit finalement au résultat qui est l'atteinte de la santé à la fin. Là. OK. Bien, toutes ces réponses sont bonnes. Évidemment, on n'a pas tout couvert, mais on va y revenir. Donc, le processus d'analyse en ergothérapie, je le simplifie, mais quand même, c'est un modèle de base qu'on utilise en ergothérapie. On utilise le modèle personne, environnement, occupation ou dans notre langage, le PEO, si vous entendez des ergothérapeutes parler. Donc, ce qu'on fait, c'est que oui, on va vouloir connaître, décrire, observer, s'informer, évaluer à propos de ces trois choses-là. Donc, personne, oui, mais on va aller dans le détail. Donc, ses caractéristiques, ses forces, ses limites, ses capacités, ses particularités, sa motivation, ça rentre, sa condition de santé, oui, ça rentre là-dedans, mais c'est de façon plus générale aussi qu'on va le regarder. On va regarder l'environnement aussi au sens général, donc l'environnement physique, oui, c'est quoi sa maison, c'est quoi son entourage familial, c'est quoi son travail, est-ce qu'il est dans une grosse institution, etc., puis l'aspect culturel aussi de la personne. Et on ajoute l'occupation. Occupation au sens large aussi, donc les occupations qui sont faites, mais aussi les occupations qui sont souhaitées ou qui sont attendues. Ça veut dire, bien, pour mes caractéristiques, mon âge ou peu importe, entre autres pour quand on travaille avec les enfants, bien, on s'attend à ce qu'un enfant de tel âge soit en mesure de faire telle ou telle occupation ou telle activité. Fait que quand on regarde l'occupation, on va décrire aussi ces occupations-là. Donc, parce que si je vous dis que, bien moi, comme ergothérapeute, je ne fais pas le même travail qu'un autre ergothérapeute, je ne travaille pas dans le même environnement, mais je ne fais pas non plus les mêmes tâches, ce n'est pas les mêmes exigences. Donc, le contexte va aussi influencer comment va se vivre puis va se faire cette occupation-là. Donc, ça nous donne une analyse globale, complète sur la personne, hein, ces trois dimensions-là, mais en plus de décrire ces trois catégories-là, on va les mettre en relation.
Donc, c'est vraiment dans la mise en relation de ces facteurs-là qui va nous permettre d'identifier sont où les obstacles, sont où les situations de handicap, sont où les défis. Donc, quand on est en équilibre occupationnel, pour l'ergothérapeute, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une adéquation entre la personne, les caractéristiques de la personne, les caractéristiques de ses occupations et de ses environnements. Fait que ça serait un idéal à atteindre. C'est l'arrimage de ces trois choses-là ensemble qui va nous donner la participation occupationnelle, donc utiliser son plein potentiel, on peut le dire comme ça. OK? Évidemment, c'est rare qu'on ait une situation parfaitement en équilibre comme ça. Donc, on va essayer de décrire chacune de ces conditions-là, puis de faire l'exercice pour voir qu'est-ce qui peut nuire à notre équilibre et à notre engagement. On va commencer par se poser la question, donc, qu'est-ce qui peut influencer votre équilibre, votre rendement ou votre engagement? Donc, si vous posez la question, là, que ce soit aujourd'hui dans l'état dans lequel vous êtes ou de façon générale, là, qu'est-ce qui peut perturber votre équilibre? On répond? Ouais. Trop de job. Trop, fait que là, en termes de quantité, ça peut être la quantité dans l'occupation, ça peut être le sens qu'on donne à cette occupation-là, ça peut être le lieu où on fait cette occupation-là, ça peut être la quantité. Les imprévus, OK. Ouais. Les imprévus, c'est intéressant. Oui, ça fait partie des occupations, mais ça a toujours un lien aussi avec la personne parce que c'est comment on gère les imprévus, comment on les planifie, ces imprévus-là, comment on a de la marge de manœuvre pour absorber ces imprévus-là. Ça va dépendre aussi des caractéristiques de la personne ou du soutien qu'on a au niveau de notre environnement. Les enfants, fait qu'ils sont dans notre environnement, prennent bien de la place. Ils ont leurs propres caractéristiques aussi. Donc, ça crée des dynamiques qui influencent notre état mental, notre disponibilité, etc. Puis aussi les différentes tâches et rôles qu'on va avoir à jouer, effectivement. J'ai pas compris, pardon? La distance. Fait que la distance, ça peut être au sens la distance de mon travail, la distance que j'ai avec mes proches. Ou trop envahissant aussi. Fait qu'on peut être trop loin ou trop envahissant. Instabilité dans la routine. OK. Ça veut dire des situations de vie d'une journée à l'autre qui sont changeantes, qui est mouvant, qui est plus difficile de s'habituer dans une routine. Ouais. Tout le temps, même moment, ben, tu sais. Oui, il y a l'imprévisibilité. On va en reparler des routines parce que, on va en reparler au niveau des routines puis de comment on peut gérer l'imprévisibilité. Oui? Les types de personnalité. Oui. Fait que ça, c'est dans les caractéristiques de la personne. OK? Fait que c'est. Oui? Oui. Ou de conditions de santé physique, santé mentale, peu importe. C'est sûr que ça va influencer notre capacité à faire certaines occupations. Ça va influencer peut-être l'environnement, qu'on a accès ou pas accès, etc. Fait que vous voyez qu'on est capable de sortir des choses là-dedans. Le défi, dans le fond, c'est que des fois, quand on analyse une situation, on va regarder juste un volet. Qu'est-ce qui appartient à la personne? Pourquoi que là, elle ne se sent pas en équilibre? Puis on oublie de mettre ça en contexte aussi avec l'environnement puis avec les occupations. Fait que là, tantôt, on a parlé de votre clientèle qui a aussi un défi d'engagement. OK? Puis je vais dire la clientèle, puis je vais m'inclure, OK? Parce qu'on n'est pas parfait, nous non plus. Puis moi aussi, il y a des choses que j'aimerais mieux gérer dans ma vie, puis que j'arrive pas à mettre en place ou que j'arrive pas à maintenir. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce qui peut influencer l'engagement de notre clientèle? Vous en avez dit tantôt, un peu. On a parlé de la motivation, le temps, l'argent, ça rentre là-dedans. Hein? L'ouverture d'esprit par rapport à des nouveaux moyens. OK. Fait que je trouve ça drôle, ça revient toucher à l'imprévisibilité aussi, à la capacité à être ouvert puis à gérer le risque, là, on va en reparler. Fait que, tu sais, vous comprenez que dans ce qu'on a nommé tantôt, il y avait un petit peu de choses qui touchaient à tout ça. Une chose que j'ai pas beaucoup entendue, c'est des éléments en lien avec l'environnement.
Hein, donc, tu sais, puis ça rentre aussi avec les rôles responsabilités, mais tu sais, c'est ça, c'est quoi les obligations de la personne, dans quel environnement? Oui, il faut qu'elle fasse de l'exercice, mais est-ce qu'on sait si elle a accès à ça ou pas? Comment c'est aménagé chez elle? Fait que, des fois, quand on décortique, c'est là où on va mettre en lumière des nouveaux éléments. Fait que, dans notre analyse, quand on recueille l'information et qu'on la met en relation, là, on va identifier qu'on est en déséquilibre, probablement, mais aussi c'est où qu'on est en déséquilibre pour, après ça, trouver une stratégie efficace. OK? L'ergothérapie, c'est pas de l'essai-erreur. C'est vraiment quand même un processus qui est rigoureux, qui nous permet de dire, bien, c'est quoi les changements, les choses qu'on peut faire qui risquent d'avoir le plus d'impact aussi sur la personne parce que, justement, on va avoir identifié un peu plus la cause. Fait qu'on va avoir pas juste été en superficie de la situation, du premier niveau, de dire « OK, je manque de temps. » Tu sais, mettons, on prend cet exemple-là, « Je manque de temps. » Bien, c'est pas faux, mais c'est large, là. OK, pourquoi on manque de temps? Où on manque de temps? Actuellement, notre temps, il va où? Puis comment je fais de la place? Puis qu'est-ce que ça implique pour moi faire? Parce que peut-être que je manque de temps parce que j'ai de la misère à mettre ma limite avec les autres, puis que je suis toujours en train d'aider tout le monde. Peut-être c'est pour ça que je manque de temps. Peut-être que je manque de temps parce que je suis passionnée, puis je m'engage dans plein de choses, puis j'oublie de répondre à mes besoins. Fait que la solution ou la stratégie que je vais utiliser, elle ne sera pas la même. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on va aller vers un niveau d'analyse plus précis. Puis c'est là qu'on va avoir une intervention qui va être aussi efficace. Ce qui est intéressant en ergothérapie, je vous vends ma profession parce que je suis vendue à ma profession, mais c'est qu'on va aussi dégager, oui, les défis, mais aussi les forces. Donc, c'est quoi les facteurs qui facilitent l'engagement, la participation ou le maintien? Donc, on va documenter les forces de la personne, ses leviers, ses ressources, ses facteurs de protection. Puis, on va documenter aussi les facteurs qui vont limiter l'engagement de la personne. Donc, c'est quoi ses défis, ses enjeux ou qu'est-ce qui va influencer négativement le changement. Donc, une fois que tout ça est bien décrit, bien, c'est sûr que notre plan d'action qui va découler de notre analyse, il y a un meilleur taux de réussite. De un, parce qu'il fait plus sens, il adresse plus les enjeux sous-jacents. Puis, on va utiliser les forces de la personne pour diminuer, en fait, là, les obstacles. Ou on va adresser directement un obstacle aussi. Donc, si on reprend nos situations, OK? Là, on essaie de sortir les forces et les limites de ce qui influence l'engagement de notre clientèle envers des changements qui seraient profitables pour leur santé. Bien, déjà, ça va nous amener ailleurs. Fait que si on dit, ça peut être quoi des facilitants pour vos clients pour qu'ils puissent faire des changements ou qu'ils puissent s'engager dans des changements? Oui? Avec un soutien, un plan, avec peut-être un plan plus précis aussi, OK? Que juste un objectif-ish flou, OK? Oui? Observer des changements tangibles. OK. À court terme, ça, c'est... Vive des réussites, là. Oui, bien, tu sais, peut-être pas perdre 15 livres, mais Ouais. juste de se sentir mieux, de dormir. OK. Good. Oui. Quelqu'un qui a des passions, Ouais. qui a des intérêts, là. OK. Fait qu'utiliser une opportunité, tu sais, on prend l'exemple, tantôt on disait les enfants, ça peut être un obstacle, mais peut-être que ça peut être un levier aussi parce que les enfants ont peut-être beaucoup d'énergie, puis peut-être que ça va être eux qui vont m'encourager aussi à sortir pour aller prendre une marche ou aller au parc. Fait que de voir aussi comment on peut transformer les situations en opportunités. OK, si on regarde du côté des obstacles, tantôt on a plus documenté des obstacles, hein? On a un petit billet professionnel à regarder plus facilement les problèmes de nos clients, mais ça, on en avait sorti. Hein. Il y avait les problèmes financiers, la motivation, des choses comme ça. OK? Fait que déjà, juste si on regarde la lunette aussi des leviers ou des facilitants, bien, on en trouve. Puis les clients eux-mêmes aussi ont la capacité d'en trouver pour eux. OK? Donc, on a parlé de la motivation. Je suis bien contente que ça ait sorti comme enjeu. Fait que souvent, on pense que les gens ne changent pas parce qu'ils ne sont pas assez motivés.
OK? C'est comme l'adage, c'est dans notre culture, je pense, là, c'est pas toutes les cultures, je pense, qui ont cette croyance-là, mais c'est un peu l'adage, si on veut, on peut. OK? C'est pas faux, mais c'est peut-être pas complètement vrai. Ce qu'on sait sur la littérature, en fait, c'est que, on va parler, dans le fond, du continuum d'autodétermination. Donc, l'autodétermination, c'est quand même basé sur un principe fondamental qui est que l'individu a une tendance naturelle et intrinsèque à chercher sa croissance psychologique et son intégration. Donc, de façon innée, okay, l'humain souhaite grandir, se développer. Ça se passe peut-être pas toujours comme il voudrait, par contre. Donc, on a différents niveaux d'engagement. On a, la personne qui est amotivée. Donc, c'est des situations qu'on va voir quand il n'y a pas de sens, quand il n'y a pas non plus de régulation ou de disponibilité. Hein. On en a parlé aujourd'hui, comment on peut être disponible à faire des changements, mais ça passe aussi par une autorégulation. Donc, c'est un volet où on va être dans du désengagement, qui peut être dans l'ennui, dans la passivité, qui peut être dans des comportements aussi autodestructeurs, là, mais on est dans de la motivation. Ensuite de ça, comme deuxième niveau, on peut être dans une motivation qui va être extrinsèque. Donc, ça va être plus un renforçateur externe, en fait, qui va nous aider à maintenir notre motivation. C'est pas mauvais, c'est une étape, OK? Mais c'est sûr que on veut pas non plus développer des systèmes qui nous rendent dépendants aux motivateurs extrinsèques. On veut éventuellement aller vers une motivation qui va être intrinsèque, mais c'est une étape quand même. Donc, quand on travaille avec une clientèle qui est très désengagée ou à motiver, c'est sûr qu'on est déjà content quand il y a une belle réponse à la motivation extrinsèque. Et puis, éventuellement, évidemment, on veut aller vers une motivation intrinsèque où, à ce moment-là, la personne s'engage puis fait des choses pour son propre accomplissement. OK? Parlez-vous d'éviter de ou aller vers? Est-ce que vous comprenez dans quel sens? Ça pour la motivation quand je le fais parce que j'ai peur de telle chose? Oui, c'est un régulateur externe, ça. Dans le sens, ça dépend du sens que la personne y donne, mais c'est sûr que si on base notre intervention seulement sur le fait que faut faire ça parce que ça va nous permettre d'éviter une conséquence négative, ça n'a pas toujours de bénéfice à long terme. OK? C'est sûr que c'est pas non plus... Mais comme je vous dis, je veux pas démoniser la motivation extrinsèque. Le problème, c'est juste quand on s'arrête là. OK? Puis, tu sais, je travaille avec des jeunes vulnérables, centre jeunesse, etc. Tu sais, c'est une clientèle très démotivée, qu'on va faire beaucoup d'interventions avec des régulateurs externes, puis on oublie de développer aussi des stratégies qui vont leur permettre de trouver une motivation intrinsèque. OK? Fait que ce système de renforcement, tu sais, punition, récompense, ça laisse limite. OK? Donc, évidemment, en travaillant sur la motivation, ça se base sur 3 piliers fondamentaux, la motivation, c'est-à-dire la compétence. Pour la compétence, c'est comment ils peuvent se percevoir, qu'ils ont la capacité pour effectuer efficacement ce qu'on a à faire, qu'on est en maîtrise. Fait que c'est sûr que sans compétence, on ne peut pas avoir la motivation, on ne sent pas qu'on a les outils pour affronter un défi ou un obstacle. Pour l'autonomie, c'est d'être en mesure de faire des choix, d'agir librement, c'est notre marge de manœuvre. Puis au niveau de l'appartenance, c'est aussi un pilier fondamental pour la motivation, donc on a besoin de sentir qu'on appartient à quelque chose, qu'on fait partie d'un groupe, puis qu'on est en contact avec les autres. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour développer un sentiment de compétence, il faut que ça soit les gens qui prennent des actions. Pour l'autonomie, il faut que ça soit eux qui définissent leur objectif. Puis pour l'appartenance, ça implique des changements dans les habitudes. Donc, ça implique aussi notre relation identitaire avec ça. OK? Je vais donner un exemple peut-être un petit peu caricaturé, mais tu sais, si on considère qu'on est gros,
puis qu'on a internalisé ça comme étant notre identité, oui, on peut avoir le désir, le souhait, l'aspiration de perdre du poids, mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va nous ramener dans des anciens comportements parce qu'on continue de se définir comme une personne en surpoids. Mon exemple est peut-être caricaturé, mais vous comprenez, ça peut se transposer ailleurs dans toutes sortes de situations aussi. Donc, je regarde si j'ai tout dit ce que je voulais vous dire là-dessus. Évidemment, le contexte social peut favoriser ou au contraire empêcher le mouvement naturel de croissance ou d'engagement des gens. Motivation, c'est la volonté interne de participer. Donc, pour améliorer notre motivation, on utilise les 4C, compréhension, connexion, compétence, choix. Puis, pour l'engagement, c'est comment la personne veut contribuer à l'atteinte des objectifs, donc toutes les préalables que je vous ai dit tantôt. Pour rendre ça encore plus, pour que vous vous en souveniez, des fois on apprend par la négative, hein, fait que les ingrédients pour le désengagement, donc c'est la recette à ne pas suivre, donc de faire des choses qui ont pas d'utilité ou qu'on ne considère pas qu'ils ont de la valeur, sentir qu'ils sont incapables de réaliser la tâche, qui n'ont pas l'impression d'avoir du contrôle, pas d'autonomie, puis aucun sens d'appartenance en lien avec l'activité. Fait que ça, c'est les ingrédients, en fait, aussi pour l'échec scolaire. OK? Fait que ça, c'est sûr qu'on pourrait en débattre longtemps, mais il y a quand même quelque chose aussi dans les pratiques éducatives qui peuvent des fois être très désengageantes, puis après ça, on se demande pourquoi les gens décrochent de l'école. En ergothérapie, on va aller à un autre niveau. On va ajouter le regard occupationnel à tout ça. Donc, on va parler d'engagement occupationnel ou comment la personne participe à des occupations avec un lien émotionnel, une identification dans ses valeurs ou dans une motivation intrinsèque, de son autonomie occupationnelle, donc dans ses choix d'activité, dans ses choix de routine et d'occupation, en lien avec ses goûts, ses intérêts, etc., puis de l'équilibre occupationnel qui va être la juste répartition entre les différentes occupations pour contribuer à notre état de bien-être. Donc, si je demandais à vos clients, qu'est-ce qu'ils me diraient? C'est quoi la nature des échanges que vous avez avec eux et surtout, quel genre d'écoute vous offrez à vos clients? Est-ce que vous sentez que la façon que vous accompagnez vos rencontres, vous soutenez la motivation? Puis si oui, partagez les bonnes pratiques et continuez. OK? Il n'y en a pas qui osent dire qu'ils sont bons là-dedans, mais vous avez le droit là, de penser que vous êtes bon là-dedans. Mais ça se peut qu'avec ce que je viens de vous dire, vous vous dites, peut-être que j'ai des enjeux au niveau de l'écoute de la clientèle, c'est-à-dire que c'est à eux à avoir la parole en premier. J'ai déjà entendu des études qui vont mentionner que les médecins laissent parler en moyenne 11 secondes le patient avant d'intervenir. OK? Fait que c'est difficile de développer un sentiment de compétence et donc une motivation et un sentiment d'engagement dans un monologue, finalement. OK? Donc, quand la personne n'est pas entendue là-dedans. Je peux te donner des conseils, parce que moi, la première affaire qui me vient, c'est « donne pas de conseils ». Mon conseil, c'est 2 choses. C'est ça, mon conseil. Premièrement, de réfléchir à l'effet de la blouse blanche, là, donc de vous mettre en position d'expert par rapport à une posture d'accompagnement. Tu sais, quand je vous dis que les ergothérapeutes, on est des experts de l'occupation, tu sais, c'est comme large, là. Fait que, tu sais, c'est l'occupation qui fait sens pour la personne. Fait que déjà, en soi, je me mets dans une posture où je vais travailler sur ce qui va faire sens pour l'autre. OK? Fait que, oui, je suis l'expert, mais je suis comme au service quand même de l'autre. Mais c'est sûr qu'il y a des contextes pratiques où il y a des façons qu'on a été formés ou des habiletés aussi qui nous mettent en position plus d'expert. Ça, on s'entend, c'est documenté, là, le syndrome de la blouse blanche là, avec le changement de la pression artérielle en présence du médecin qui augmente. Ça, c'est juste un exemple du syndrome de la blouse blanche. Mais dans la littérature, il y a plein de choses qui existent pour changer cet effet-là. Puis là, ça va passer par la même chose, le P, le E, le O. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer sur nous, comme personne, dans la relation, dans notre posture, dans notre habillement? Qu'est-ce qu'on peut changer dans l'environnement, dans la disposition de notre cabinet ou de notre espace de travail?
dans l'accueil du client quand il arrive, dans la fiche, dans le vestibule, donc plein de petits détails dans l'environnement qui vont avoir un impact là-dessus. Puis sur l'occupation aussi, donc comment on va soit considérer les occupations ou dans quel contexte on va aussi proposer des changements. OK? La posture du coach, bien évidemment, le coach, il ne fait pas, hein, il soutient. Donc, moi, personnellement, c'est une des formations qui m'a le plus aidée puis influencée au niveau de ma pratique professionnelle, de faire une formation de coaching, parce que ça nous oblige effectivement à apprendre des stratégies pour être dans l'écoute. Écoute qui n'est pas passive, qui est vraiment une écoute engageante. OK? Puis ça, c'est un art, là, c'est vraiment un savoir-faire qu'il faut pratiquer. OK? Fait que je ne suis pas là pour vous donner une formation sur le coaching, mais je pense que c'est mes principales recommandations. Ensuite de ça, si je demandais à vos clients, qu'est-ce qu'ils me diraient sur le type de message que vous leur donnez? Donc, est-ce que vous donnez justement des conseils? Est-ce que vous êtes l'expert? Est-ce que vous considérez que ce que vous avez à offrir comme traitement ou comme approche est meilleur qu'un autre? Donc, quel genre de message vous donnez à vos clients? J'aime bien transmettre la théorie des 4 P. Donc, OK. les petits pas possibles. Parce que souvent, moi, j'ai des cas très complexes. Ouais. Que le plan, les priorités, il y en aurait beaucoup à faire en même temps. Donc, c'est ce que moi, je partage avec eux là, pour diminuer la grosseur de la montagne. Ouais. Ouais. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant, puis je le donne aussi comme conseil, je vais y revenir. Mais après ça, des fois, c'est de savoir de quelle façon je donne aussi ce message-là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui peut être encourageant là, dans l'idée de travailler avec les plus petits pas possibles, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être plus engageant là, de sentir qu'il y a un petit défi plus atteignable. Mais est-ce qu'on le fait aussi d'une façon où c'est la personne qui sent qu'elle est capable de partir avec son petit bagage puis de surmonter ce premier défi-là, ou elle sent qu'elle a besoin qu'on lui tienne la main ou qu'elle n'y arriverait pas si on est là, si on n'est pas là. OK? Fait qu'il peut y avoir de ça. C'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on utilise un langage qui est vulgarisé, qui est simple? C'est peut-être le biais que j'ai travaillé beaucoup avec une clientèle avec des troubles de langage, mais vous ne soupçonnez pas à quel point on ne comprend pas la même chose ou les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Fait que de réfléchir aussi à est-ce qu'on est compris. Pour la suite de la présentation, je vais me baser sur la pyramide of learning qui décrit en fait les préalables aux apprentissages et donc les préalables au changement de comportement. Parce que si on veut changer un comportement, ça implique d'être en mesure et d'être disponible à faire un apprentissage. La base de la pyramide of learning, vous tapez ça sur Internet, là, vous allez tomber dessus, c'est le système nerveux central. On a parlé, aujourd'hui, il me semble que j'ai entendu souvent parler du nerf vague, tout ça, fait que je ne suis pas là pour vous faire un cours d'anatomie. Simplement rappeler que oui, c'est à la base de tout. OK? Fait que si je n'ai pas un système nerveux qui est disponible, je ne ferai aucun changement. L'autre chose, c'est comment nous, comme thérapeutes, on peut aider à réguler le système nerveux. Fait que ça aussi, ça a été quand même beaucoup discuté, puis peut-être que je prêche déjà à des gens convaincus, là, mais la respiration régule le système nerveux, on en a parlé. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est tous les petits gestes qu'on peut faire qui vont travailler dans une approche top-down ou bottom-up. Donc, top-down, c'est, exemple, la thérapie cognitivo-comportementale, donc travailler les pensées, les croyances, tout ça, pour impliquer des changements de comportement puis faire de l'exposition. Fait que ça, c'est une approche qui est top-down parce que j'internalise au niveau du système nerveux central pour changer mes comportements. Mais il y a aussi tout ce qui est bottom-up, ça veut dire comment je régule mon système nerveux, mais par mes sens ou par mes mouvements. Puis, c'est nécessaire d'avoir les deux, en fait. OK? Donc, système nerveux important, top-down, bottom-up. Puis, évidemment, les approches mixtes. Donc, en ergothérapie, on peut faire de la TCC, on peut faire de la régulation sensorielle, mais on travaille avec l'occupation. Fait que si je fais une activité, je suis en mouvement. OK? Puis, à travers l'activité, bien, je peux aussi internaliser, discuter, aborder, tout avoir le discours ou les cognitions autour de l'occupation aussi.
Donc, la base de notre système nerveux, mais je pense qu'aujourd'hui, je parle à déjà des gens convaincus sur l'importance d'adresser les enjeux du système nerveux, fait que je passe plus vite pour ça aujourd'hui. Le système nerveux est quand même aussi responsable de la production des émotions. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, les émotions, tu sais, ce matin, dans la conférence d'ouverture, on parlait de mettre des mots sur des mots. Les émotions, moi, je dis tout le temps que c'est comme nos petits bébés intérieurs, là. Quand on les écoute pas, ils crient. OK? Puis plus qu'on les écoute pas, plus qu'ils crient fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont des messages à nous donner. Donc, des fois, de comprendre l'utilité de l'émotion, ça aide. Fait que ça m'aide quand j'aborde ça pour expliquer aux gens pourquoi qu'on veut connaître comment ils se sentent, là. OK? Parce que, tu sais, c'est pas toujours évident pour tout le monde de parler et surtout de mettre des mots sur les émotions. Je ne vais pas non plus en psychothérapie, là, en ergothérapie. On peut aider à mettre des mots sur des émotions. Mais l'objectif, c'est surtout de comprendre le message de ces émotions-là pour pouvoir les utiliser pour prendre des décisions en conséquence. Okay? Donc, autant les émotions qui sont considérées positives ou négatives, là, c'est-à-dire que peu importe, ils ont des messages à nous donner. Donc, le dégoût, c'est qu'on a besoin d'autre chose, la tristesse, qu'on a besoin d'accepter, etc., etc. Pour aider à mettre des mots sur des mots, moi, j'utilise la roue des émotions. C'est un outil qui est utilisé aussi en psychoéducation ou avec d'autres professionnels. C'est utilisé pour aider la conscience émotionnelle. Donc, j'identifie la principale émotion, puis ensuite, j'essaie de la préciser. Donc, si en ce moment, je vis de la colère, bien, je peux vivre de la colère parce que je suis jaloux ou je peux vivre de la colère parce que je me sens indécis. Mais c'est sûr que mes choix puis mes actions en ce moment qui vont en découler ne seront pas les mêmes si j'ai identifié que je suis en colère versus si j'ai identifié que je suis en colère, mais dans le fond, c'est parce que je suis jaloux. Puis même, je suis jaloux, mais je me sens insécure. Fait que plus on précise, plus ça donne de la force, en fait, puis plus ça redonne aussi là, du pouvoir. Fait que c'est comme ça que j'utilise les émotions en intervention. Elle est belle, la roue, hein? Ouais. Puis je la trouve pas en français comme ça, tu sais, sur... tu vas la trouver sur des produits dérivés en anglais, mais je la trouve pas en français. Si quelqu'un veut partir une business, là, je suis sûre qu'il vendrait des posters de ça. Donc, système nerveux, on en avait parlé. Deuxième étape, développement sensoriel. Donc, développement sensoriel, bon, on sait que tous les événements liés avant, pendant, après la grossesse et les premières étapes importantes là, de développement de l'enfant, autant intra-utérin, vont influencer énormément le développement sensoriel. En ergothérapie, vous allez voir beaucoup d'ergothérapeutes travailler avec les approches sensorielles, surtout en pédiatrie, mais de plus en plus, on va, en tout cas j'en fais la promotion, de l'intégrer aussi auprès des adultes, adolescents, personnes âgées. Donc, c'est comme si on oublie que l'enfant, on dirait c'est comme Claire, là, qui est en train de développer son système sensoriel, puis on oublie qu'il y a des choses qui n'ont pas été acquises ou qui ont pu être déréglées aussi à l'adulte ou plus tard dans la vie. Donc, qu'est-ce que c'est la régulation sensorielle? T'sais, on a le développement sensoriel, mais la régulation sensorielle, pourquoi on a besoin d'adresser ça? Bien, pour nous-mêmes. Parce que nous, on est des êtres on veut être en relation d'aide. Donc, si nous, on n'est pas régulé, on n'est pas disponible, c'est sûr qu'on n'aura pas de levier de changement vers notre clientèle. Fait que déjà, se poser la question, moi, dans quel état j'arrive dans mes rencontres avec ma clientèle, c'est important. Puis sinon, bien, c'est sûr qu'on va utiliser la régulation sensorielle avant, pendant, après des rencontres ou des situations de crise, mais tout ce qui est transition, on a besoin d'accompagner ça au niveau sensoriel. Ce que ça sert, disponibilité aux apprentissages, prévenir des situations de dérégulation aussi, puis améliorer la présence ou l'efficacité du message. Donc, comment on travaille la régulation sensorielle? Encore une fois, on peut le travailler sur la personne directement, mais aussi dans l'aménagement de nos espaces. Donc, c'est quoi la lumière, le bruit, les couleurs qui sont dans mon environnement. On utilise des outils de régulation. Là. Ça, des fois, on associe ça. Les ergothérapeutes, on se promène avec des ballons et des balles bizarres. Là. Fait que ça, mais c'est disponible pour d'autres personnes aussi qui peuvent apprendre à utiliser ces outils-là pour travailler la régulation. Puis, on va travailler avec les occupations et le mouvement. Donc, on va utiliser les sens pour se réguler. Donc, l'état interne va affecter nos sens, puis nos sens vont affecter notre état interne.
Donc, quand on parle de sens, on parle évidemment pas juste des 5 sens qu'on enseigne à l'école, là, mais des 8, là, on parle aussi de la proprioception, de l'interoception, puis du système vestibulaire. Fait encore là, en ergothérapie, mais il y a des formations spécialisées que vous êtes capable d'aller chercher là-dessus aussi pour essayer de comprendre quel sens est dérégulé, quel sens on peut utiliser pour réguler aussi une personne pour être dans la section du haut là, où la personne se sent en sécurité. Fait que c'est sûr que si on n'a pas ça, on n'a pas de changement, OK? Parce qu'on n'a pas d'apprentissage. Fait que ça, c'est un préalable. Donc, une autre façon d'illustrer la zone de régulation, donc, qu'on associe aussi là, avec le système sympathique ou parasympathique, là, mais fait que le classique avec le fameux film sur les émotions, là, qui était un très bon exemple au niveau des stratégies de régulation. Comme je vous dis, les outils pour la régulation, vous allez surtout les trouver en pédiatrie, mais de plus en plus, il y a des formateurs au niveau des approches sensorielles adaptées aux adultes, puis ça se transpose assez aisément. Je vous donne un exemple, mais tu sais, nous, en clinique, on travaille beaucoup avec une clientèle post-traumatique. Bien, on a des pads chauffants, on a de la glace, on a des ballons, on a des collants, on a des crayons, on a toutes sortes d'outils pour bouger ou pour réguler le système nerveux, pour rendre disponible aussi après ça à ce qui a besoin d'être adressé. Une autre façon de décrire les différents niveaux de régulation et donc de disponibilité. Fait que ce qu'on veut, c'est un état de calme, un niveau d'éveil qui est fonctionnel. D'ailleurs, quand je travaille avec des écoles ou des enseignants, il y avait un enseignant qui utilisait exactement cette stratégie-là pour ses stratégies disciplinaires en classe. Donc, l'objectif, là, en classe, c'est que l'élève soit dans un état de calme puis un niveau d'éveil. Mais ça change dans une journée, puis ça change d'une personne à l'autre. Donc, de connaître les stratégies qui vont nous permettre de bouger dans ces états-là pour rendre les élèves disponibles aux apprentissages. Je voulais dire un mot par rapport à ça. Des fois, on pense que un enfant, je vais te prendre l'exemple d'un enfant, mais un enfant qui bouge beaucoup a besoin de bouger. Il faut juste faire attention que c'est pas toujours le cas. Okay? Fait que ça peut être un peu contre-intuitif, mais moi, j'ai l'exemple parfait à la maison. Mon fils, quand il se gère plus, il est hyper actif, il tourne en rond, mais en fait, c'est qu'il essaye, il est tellement épuisé, donc il est comme dans un niveau très bas d'énergie, qu'il essaye de bouger pour se réguler, pour aller dans un état de disponibilité. Okay? Fait que ça a l'air compliqué, là, mais oui, il faut un petit peu approfondir ces notions-là pour être capable de distinguer, puis pas juste faire « l'enfant bouge, il a besoin de bouger ». Des fois, son réel besoin, c'est de se reposer aussi. OK? Donc, on est tous équipés d'un modulateur de nos sens, OK? Donc, on va regarder la modulation de l'information sensorielle. Donc, ça va être vraiment comment on ajuste l'intensité de cet aspect sensoriel-là. Donc, il y a une information, disons neutre, qui arrive par nos récepteurs. Comment on va l'interpréter, cette sensation-là, ce bruit-là, cette odeur-là? Ça va être modulé par notre filtre qui va soit bloquer, donc inhiber cette information-là, ou augmenter le volume, finalement, l'amplifier. OK? Fait que, encore une fois, j'ai des beaux spécimens à la maison. Donc, moi, mon fils, s'il se fait accrocher dans les casiers, il s'est fait pousser, là. OK? Fait que, tu sais, puis, tu sais, il m'a fait mal, là. Tu sais, lui, une information de cette nature-là, c'est amplifié, c'est perçu comme une agression. OK? Alors que quelqu'un peut être sous-réactif, puis lui, taper, puis en fait, c'est merveilleux parce que moi, mon autre fils, il est hypo. Donc, lui, il aime faire du bruit, faire des câlins forts, rentrer dans l'espace de tout le monde. Fait que ça fait une belle dynamique explosive à la maison. Vous comprenez qu'il y a une question d'individualité. On n'est pas obligé de rentrer dans l'aspect pathologique, OK? C'est-à-dire que tout le monde, on a nos vulnérabilités, puis cet état-là change aussi. J'avais quelqu'un qui avait déjà donné l'exemple de la radio. Tu sais, vous écoutez la radio le matin, le soir, vous revenez dans votre auto, puis la radio est au même volume, mais là, ça vous agresse, OK? Alors que le matin, c'était correct.
Fait que ça change d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre, mais c'est sûr qu'il y a aussi des situations qui peuvent être plus problématiques ou qui vont demander des interventions spécifiques. Fait que ça, c'est un outil que vous pouvez faire pour vous. Vous pouvez analyser votre entourage avec ça aussi, savoir s'il est hyper réactif. Donc, en fonction des systèmes sensoriels, puis là, il manque l'interoception, là, qui est la perception des sensations internes, là, digestion, tout ça. Il y en a qui vont être hypo là-dedans, il y en a qui vont être hyper réactifs. Donc, est-ce qu'on peut être hyper réactif, hypo-réactif, mixte, ou en recherche sensorielle? Donc, moi, j'ai besoin de stimulation auditive, j'ai besoin de stimulation visuelle. Excuse-moi, comment tu fais pour évaluer ta proprioceptif et vestibulaire? Le vestibulaire, en fait, ça va être la recherche de mouvement. Donc, tout ce qui est besoin beaucoup de bouger, là, toute la tête dans toutes les directions. Fait que, tu sais, des fois, ça va être très évident, mais des fois, ça va être plus subtil. Proprioception, c'est la sensation profonde, le toucher profond. Donc, tu sais, des enfants qui vont avoir besoin de serrer fort ou au contraire, que, tu sais, si tu leur touches fort, c'est comme une agression, là. OK? Cette évaluation-là spécifique, c'est comme un dépistage, disons, là, mais il y a des outils d'évaluation qui vont rentrer en profondeur puis qui vont décortiquer là, vraiment chaque personne, surtout quand ça devient un obstacle au fonctionnement de la personne. On ferme la parenthèse du système sensoriel. Il y a des formations de 4 heures qui existent juste là-dessus, là, on s'entend. Mais on va aller vers le développement moteur. Fait que c'est sûr que encore là, c'est une étape supplémentaire. Comment on va acquérir progressivement du contrôle, de la précision dans nos mouvements. Ça s'acquiert par l'expérience, l'essai-erreur. Et c'est un préalable à la cognition. Fait que là, peut-être que moi, j'ai raté la conférence juste avant là, pour l'importance de bouger parce que j'étais dans une autre salle, mais j'imagine que le message, c'était aussi ça, hein, de préalable, de bouger comme préalable à l'apprentissage. Fait que ça aussi, c'est un message qu'on va beaucoup passer en ergothérapie. Puis peut-être une petite particularité que je veux aborder aujourd'hui, c'est la notion de risque. C'est sûr que notre culture ne nous amène pas d'emblée à bouger beaucoup puis assez. Ça, on le sait. Les écrans, c'est un fléau, on le sait. Mais une notion qu'on commence aussi à parler, c'est la notion du risque. Parce que pour bouger, ça implique de prendre des risques. OK? Ça implique d'être en contact avec l'environnement, d'être en contact avec d'autres personnes, d'expérimenter des nouvelles sensations. OK? Fait qu'on oublie que bouger, c'est aussi gérer un risque. Puis, dans le fond, on a une pratique un peu trop sécuritaire dans certaines pratiques, en fait, entre autres avec les enfants, mais aussi avec les adultes, hein, comment on va préférer ne pas faire une activité par anticipation d'un risque. OK? Ça, personnes âgées vont beaucoup être dans l'inactivité par anticipation d'un risque. Donc, c'est de ramener cette compréhension-là aussi sur le fait que bouger, oui, c'est prendre des risques, mais ne pas bouger, c'est un risque qui est encore plus grand. Donc, quelle place on laisse au risque en ce moment? Il y en a beaucoup quand ils ont mal à quelque part, ils ne veulent plus rien faire. Oui. En tout cas, je vois ma mère, là, que je suis obligée de lui faire comprendre. Hey, bouge là! Ouais. Là, t'as pas une raison, là, parce que si tu bouges pas, ça va être pire, là. Fait que souvent, on va pas voir le risque de l'inactivité avant d'avoir un problème. OK? Parce que là, on développe des maux de dos, ou on développe de l'arthrite, ou peu importe. Là, on va faire comme, ah oui, j'ai peut-être pas assez bougé. Mais avant ça, on dirait qu'on a l'impression que c'est plus confortable d'être dans l'inactivité. Fait que déjà, de sensibiliser, d'approfondir, puis de questionner aussi ces risques-là. Je ne sais pas, on en est où dans le temps, mais je vais enchaîner avec ce que... OK. Fait que je vais enchaîner avec comment en ergothérapie on aborde la notion de risque. OK? Tantôt, on parlait du plus petit pas possible, c'est parfait. En ergothérapie, on utilise beaucoup ça aussi. Moi, personnellement, j'utilise le Just Right Challenge. Donc, qui fait le lien avec la zone proximale de développement. Fait que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez aussi, mais ce que ça nous dit, c'est qu'on ne peut pas faire un apprentissage dans une situation qui est confortable. OK? Fait qu'en ce moment, on a de plus en plus d'outils pour apprendre on sait quoi faire pour prendre soin de notre santé,
puis la population va de plus en plus mal. OK? Il y a des études ou il y a des discours qui commencent à sortir aussi sur le lien entre notre société confortable et le mal-être, en fait, culturel, sociétal qui s'installe. OK? Donc, c'est sûr que dans une culture où on a de plus en plus de confort, on tolère de moins en moins bien le risque et les situations d'apprentissage, de développement et de dépassement de soi sont dans quelque chose qui n'est pas confortable. OK? Après ça, c'est de trouver le bon niveau de défi. OK? Parce que c'est sûr que vous le savez, si vous donnez des défis trop grands à vos clientèles, ils vont se désengager parce qu'ils ne vont pas sentir qu'ils ont suffisamment de compétences pour le faire. OK? Donc, le Just Right Challenge, c'est quelque chose qui est aussi utilisé en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, quand on travaille en santé mentale, c'est un graphique que je dessine tout le temps. Je pense qu'il est gravé dans mon tableau d'intervention. Parce qu'on va expliquer la différence entre une exposition ou une situation d'évitement. Donc, dans une culture de confort, on va être beaucoup dans des situations d'évitement. C'est-à-dire que je suis confrontée à une situation, c'est inconfortable, j'évite la situation, je me sens mieux. OK? À court terme, ça a ses effets positifs. À long terme, quand on va être réexposé à cette situation-là, on va avoir associé que c'était une bonne chose de se retirer de la situation parce qu'on pense que c'est un danger. OK? Donc, plus on évite, plus quand on va être réexposé à cette situation-là, notre réaction va être grande, rapide, intense, d'inconfort pour se retirer encore plus rapidement. On a appris que c'était une stratégie qui fonctionnait. La situation d'exposition, c'est au contraire d'apprendre à tolérer des situations inconfortables. Inconfortable et tolérable, OK? Donc, d'où trouver le bon niveau de défi. Et par une répétition de l'exposition, c'est ce qui nous permet de vivre des réussites et des succès. Fait que ça, c'est ce qu'on aborde en santé mentale, mais en toute honnêteté, c'est la même chose que je fais avec mes clients en santé physique ou peu importe leur enjeu. On va apprendre à s'exposer à des situations inconfortables, mais tolérables, et surtout de vivre des réussites et des succès. Donc, un mot pour vous sensibiliser à l'importance de nos messages à ce niveau-là. Je vous parlais qu'on était dans une culture de confort. On est aussi dans une culture de bien-être. Okay? Aujourd'hui, vous avez sûrement entendu le mot bien-être très souvent. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas atteignable d'être dans un état de bien-être total tout le temps. C'est pas la réalité, ça n'existe pas. Je m'excuse, OK? Je brise des rêves aujourd'hui. Donc, on voit aussi qu'il y a une clientèle de plus en plus qui ont la recherche de se sentir bien à tout prix. Comme il y a aussi une culture de se dépasser, hein, parce qu'on valorise beaucoup les exploits. OK? Les exploits, les marathons, les courses et tout. C'est pas que c'est mauvais, mais on peut pas toujours être dans un état où on se dépasse pour grandir, ni dans un état de plénitude et de bien-être. La vie, c'est une fluctuation entre ces états-là. Donc, en ergothérapie, comment on va définir ça? On va plutôt parler de l'engagement dans des occupations qui font sens. Comment je réussis à trouver un équilibre dans mes occupations, dans des proportions qui me satisfaisent, qui me satisfont. OK? Je vais juste... donc, pour être capable de s'engager dans des occupations qui font sens, un aspect qu'on a besoin souvent de travailler avec la clientèle, c'est la résilience. Donc, je vais vous montrer comment moi, j'explique la résilience à mes clients. On a besoin de travailler la résilience parce que pour accepter de tolérer les situations inconfortables, ça implique d'être dans une posture d'ajustement et d'adaptation. OK? C'est pas fixe, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc, image qui aide tous mes clients à saisir ces notions-là. Je vais comparer la résistance ou être endurant à la résilience. Donc, la résistance, c'est l'armure. OK? Donc, un soldat qui met son armure pour affronter une situation difficile. Okay? Vous accompagnez des clients qui ont des situations difficiles dans leur vie. Puis, il y en a qui vont prendre la posture du chevalier. Donc, on se met une grosse armure, puis on espère que l'armure soit assez solide pour traverser la période d'adversité qu'on a à traverser. Ça peut marcher, OK? C'est pas mauvais, mais ça se peut que ça soit pas suffisant.
OK? Puis, il y a toujours le risque de casser, en fait. Fait que ça, on va le voir aussi dans les épuisements professionnels ou dans plein de situations. Hein, on a toffé jusqu'à ce qu'on a cassé. La posture de la résilience, c'est la posture du ninja. Donc, la posture du ninja, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. OK? Un ninja, sa force, c'est d'être flexible, c'est d'être capable de s'ajuster à ce qui se passe dans son environnement. Donc, c'est son agilité qui lui donne sa force comme ninja. Ceci étant dit, le ninja, là, quand il s'en va dans un combat, il n'y en a pas d'armure. Donc, il y a comme le paradoxe que pour être agile, il faut accepter d'être vulnérable. Okay? Et d'être inconfortable, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le combat. Ceci étant dit, le ninja, il a quand même une confiance en ses compétences d'être capable de s'ajuster à la situation qu'il va affronter. Donc, même s'il ne sait pas ce qu'il va affronter, il a une certaine confiance face à lui. On n'est pas dans une culture qui encourage beaucoup la résilience. Okay? Comme je vous dis, des fois, on va être dans le bien-être à tout prix ou dans le dépassement de soi. La résilience, il y a 3 étapes. La première, c'est la résistance. C'est sûr que dès qu'il y a une situation d'adversité, si je m'effondre, c'est pas utile. J'ai besoin un minimum de résister. Quand c'est pas suffisant, on doit aller chercher nos stratégies d'adaptation, puis ça, sont dans la 2e étape. Donc, ça veut dire que je peux pas refaire la même recette. Quand les clients viennent me voir, je leur dis souvent, mais là, en ce moment, si vous venez me voir, c'est parce que la recette que vous faites, elle marche pas. Okay? Fait que je ne sais pas c'est quoi la recette. J'ai peut-être des ingrédients. On va essayer de trouver votre recette qui va faire le gâteau, qui va vous donner un résultat que vous aimez. Okay? Donc, d'accepter de faire autrement, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Okay? Mais c'est ce qu'on va travailler. Les gens vont avoir plus de facilité à traverser la période d'adaptation s'ils ont espoir d'une croissance. Donc, les gens qui abordent la vie de façon... je vis quelque chose de difficile en ce moment, mais j'ai l'impression que ça va m'apprendre quelque chose. Je vais grandir de ça. J'ai des choses que j'avais besoin de changer. Donc, ça, c'est des postures qui aident la résilience. Donc, si on a un travail à faire comme thérapeute ou comme aidant, c'est aussi d'aider les gens à avoir espoir que suite à cet épisode tumultueux-là, ils ont aussi une opportunité de croissance. Mais c'est confrontant de dire, bien là, ce que je vis en ce moment, là, ça veut dire que je suis vraiment pas le fun, mais c'est pour du mieux. C'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Pour travailler la résilience, je l'explique pour qu'on le comprenne, mais on essaie de l'amener aussi dans du fonctionnel. Hein? Je vous ai dit qu'en ergothérapie, on était concret. Donc, qu'est-ce qui soutient la résilience? C'est nos habitudes de vie, c'est notre santé psychologique, qu'on a besoin de consolider pour être capable d'avoir des ressources pour traverser des situations d'adversité. Si je me sens vulnérable, que j'ai pas de routine, que j'ai des mauvaises habitudes, que j'ai des choses qui me nuisent, je serai pas capable de trouver mes ressources de résilience. Donc, les facteurs qui favorisent la résilience, ça c'est la littérature qui nous le dit, c'est les 3 C. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le corps, le cerveau ou le cœur? Donc, ça c'est la base. Puis, ce qu'on sait aussi, il y avait du monde qui prenait des photos. Oui, vous êtes triste, hein? Il ne faut pas oublier l'enseignement. Merci beaucoup, c'est super. Donc, les 3 C, corps, cerveau, cœur. Puis, tu sais, vous êtes capable d'agir sur ces 3-là dans vos interventions. Sinon, on sait qu'il y a des facteurs qui soutiennent la santé psychologique. Donc, on a dit que pour développer des aptitudes de résilience, on doit avoir une santé psychologique. Pleine conscience, amour, gratitude, pardon, justice, tempérance. Donc, la littérature nous a dit que les gens qui vivaient de ça, qui se définissaient dans ça, avaient plus de résilience et vivaient une meilleure santé psychologique. OK? Ça, c'est la science qui nous dit ça. OK. Moi, en ergothérapie, c'est pas assez concret. OK? Parce que vivre dans l'amour et la gratitude, non, j'aime pas ça. OK? Fait en ergothérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à partir des activités intentionnelles. Donc, les activités intentionnelles, c'est des activités qui font sens, qui sont importantes et qui sont diversifiées. Puis, on va intégrer les facteurs de soutien psychologique dans les activités intentionnelles, donc avec ce qu'on appelle les 5 C. Les activités de centration, de contemplation, de création, de contribution, puis de communion. Les 5 C,
vont se vivre dans des proportions différentes pour chaque personne, mais ce que la littérature nous dit, c'est qu'on a besoin de ces 5-là pour un minimum de santé psychologique. Okay? Donc, vous pouvez faire cette propre évaluation-là de votre situation d'équilibre pour vous mettre en disponibilité pour après aider les autres. Ou vous pouvez le faire aussi ou le proposer comme référence. Il y a des vidéos là-dessus. Vous avez des références aussi à la fin de ma présentation. Donc, pour Rachel Thibault, là, si vous tapez Rachel Thibault sur Internet, il y a des vidéos à voir une fois dans vos vies qui va vous parler des activités intentionnelles. C'est directement tiré de ce qu'elle fait. Un mot sur activité intentionnelle versus malactivité ou activité qu'on va appeler hédonique. Donc, en ce moment, dans notre culture, on vit beaucoup d'activités hédoniques, c'est-à-dire des activités qui vont donner un plaisir instantané. Fait que, tu sais, on va parler des fois aussi qui va solliciter le circuit dopaminergique. Là. Donc, c'est des récompenses instantanées, mais qui vont procurer peu de bien-être durable. OK? L'activité intentionnelle va donner une sensation de bien-être durable. Pourquoi? Parce qu'elle fait sens. OK? Mise en situation. Je suis fatiguée de mes journées, fait que je finis toutes mes journées, je binge-watch du Netflix, puis je mange une pizza. OK? Versus, vendredi soir, c'est notre soirée famille, on s'emmitouffe dans des grosses doudous, on sort une pizza, puis on se colle en écoutant un film. On a écouté la télé puis on a mangé de la pizza, là. Mais c'est pas du tout le même sens de l'activité. Donc, j'ai une activité qui est plus porteuse de sens et qui est dans un équilibre aussi en termes de fréquence ou de durée qui me permet de me procurer plus de bien-être durable. OK? Fait que de réfléchir, on fait réfléchir aussi nos clients aux malactivités, aux activités qui sont hédoniques versus les activités qui sont intentionnelles. On en a toutes des activités hédoniques, là. On ne va pas démoniser ça. Après ça, c'est de s'assurer qu'on a suffisamment d'activités intentionnelles, cependant. Petit exercice pour les activités intentionnelles. Vous écrivez les 5 types d'activités, puis vous faites l'inventaire de vos activités, savoir lesquelles vous avez. Est-ce que vous en avez dans toutes les catégories? Est-ce que vous avez juste une activité qui répond à tous ces besoins-là? Tu sais, le sport, ça peut être une activité de centration, ça peut être une activité de connexion, mais peut-être que si j'ai juste du sport, j'ai peut-être pas de place pour autre chose non plus. Fait que, à réfléchir. Fait que ça, c'est un exemple qui est très personnel. Fait qu'après ça, il n'y a pas d'interprétation de ce qui est bon ou mauvais. C'est vraiment si vous trouvez votre équilibre dans la réalisation de vos activités occupationnelles. Donc ça, c'est bon. Oui, quand on est en rupture de fonctionnement, puis qu'on est en déséquilibre parce qu'on vit un enjeu de santé ou peu importe dans notre vie, mais c'est utile aussi en prévention. Donc, moi, je l'utilise autant dans mes cas de situations chroniques, chronisées, qu'en prévention, quand on fait de l'intervention au milieu de travail ou peu importe. Donc, l'important, c'est petits pas. Hein, on n'était pas loin tantôt. Donc, en ergothérapie, c'est souvent notre rôle de trouver des conditions gagnantes pour que la personne s'engage à faire des changements qui vont être à sa portée. Donc, faire vivre des réussites. Ce que je vais dire à mes clients, c'est que ça ne va pas être une ligne droite. OK? Donc, les changements, c'est aussi quelque chose qui se fait de façon progressive, qui se fait avec du recul, puis qui se fait avec du synchronie. Ça veut dire que si j'essaie d'améliorer une chose, peut-être que j'ai un aspect qui va s'améliorer, mais pas l'autre. Mais au final, je suis en train quand même de construire quelque chose qui va faire en sorte que je vais m'améliorer tranquillement. Fait que souvent, il y a des clients qui ont l'attente aussi de voir des résultats durables, rapides. Moi, je vise des résultats durables. Donc, pour vivre des résultats durables, c'est de construire des petits changements qui vont solidifier, consolider une base pour après ça être porteur de plus grands changements durables dans la vie. Fait que je diminue tout de suite les attentes quand je vois mes clients parce que ça aussi, je le dessine tout le temps sur mes tableaux. Quand on veut progresser, on veut se donner des défis, on veut trouver notre marche, notre défi qui est à notre hauteur, souvent, je vais expliquer la règle du 60 %. Donc, la règle du 60 %, c'est qu'on ne veut pas tout utiliser nos ressources pour relever des défis. OK? On veut trouver quelque chose qui est inconfortable, mais tolérable. Fait que ça, j'en ai parlé.
Ce que ça veut dire concrètement, bon, c'est de se faire un plan, évidemment. En ergothérapie, on peut soit développer des capacités ou soit compenser des difficultés. Ça, je vais passer vite là-dessus. Mais les 3 clés de progression qu'on va utiliser, puis ça, c'est pas justement en ergothérapie, là, OK? C'est bon pour tout le monde. Il y a 3 facteurs sur lesquels on peut jouer pour progresser quand on veut donner des défis. L'intensité, la fréquence, la durée. Mes trucs. Quand on se donne un défi, on essaie de s'en donner juste un à la fois, premièrement. Puis deuxièmement, on veut privilégier les activités de faible durée, mais de grande intensité. De faible durée, de faible intensité, mais plus fréquent. OK? Fait que quand on veut changer une habitude, c'est sur la fréquence qu'on va d'abord se donner des objectifs. Donc oui, je veux marcher 3 km. Good, va marcher 5 minutes par jour. On reparlera du 3 km après. OK? Donc, l'équilibre occupationnel, je vous en ai parlé, c'est de faire ce qu'on aspire, ce qu'on aime, dans une fréquence, une durée, une intensité qu'on souhaite. Puis, c'est d'avoir des activités variées, dans des rôles, puis des contacts avec les autres en fonction de ce qui fait sens pour nous. C'est un facteur de prévention pour l'épuisement, la fatigue, la dépression. C'est ce qui donne un sens, donc qui agit aussi sur notre motivation. Puis c'est au final ce qui va remplir nos journées, nos semaines. Donc c'est aussi quelque chose qui va nous aider à nous organiser, okay? Qui va structurer notre fonctionnement puis nos routines. Donc voilà comment on peut agir en faisant un bilan de nos occupations, en évaluant notre satisfaction, puis en gérant aussi nos priorités puis notre énergie. Fait que je pense que je vais juste finir avec ça parce qu'après, on va manquer de temps. Mais tu sais, en ergothérapie, on va identifier une zone d'équilibre comme étant un flow parce que c'est dynamique. Comme je disais, on n'est pas « je suis en équilibre tous les jours de ma vie ». Okay? C'est « je tends vers un équilibre, je me rapproche d'un équilibre, je vis des moments où je suis dans un flow ». Donc, un flow, c'est un sentiment vraiment de fluidité, là. Il y a quelque chose, quand on dit on est sur notre X, et ça coule, on sent qu'on a les compétences pour surmonter ce qu'on est en train de surmonter. Surcharge, déséquilibre, les exigences sont plus grandes que nos ressources. Donc, c'est là qu'on va avoir des comportements autodommageables, mais de la fatigue, de l'anxiété, de l'épuisement. Puis, la zone de sous-stimulation, qui est aussi un facteur de désengagement, c'est-à-dire que là, on considère qu'on n'a pas assez d'exigences pour nos capacités. Okay? Fait que ça aussi, ça peut... Fait que des fois, on est désengagé parce qu'on est surchargé, mais des fois, ça peut être aussi parce qu'on est sous-stimulé. Donc, trouver le bon niveau de défi, c'est aussi trouver le défi qui est suffisamment stimulant pour nous donner un challenge. Fait que des fois, on va le mettre... cette grille-là, peut-être que vous l'avez déjà vu, la relation stress-performance. Donc, on va essayer de trouver la zone optimale de fonctionnement. Donc, oui, il faut vivre un stress. Il faut que ça soit inconfortable, mais dans quelque chose qui est tolérable. Sinon, soit qu'on va sous-performer parce qu'on est dans une zone d'ennui, ou soit on va sous-performer parce que le défi est perçu comme trop grand. Puis, j'insiste sur le mot « perçu ». Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité, mais peut-être qu'on perçoit qu'on n'a pas la capacité. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre flow? Où est-ce que vous en êtes dans vos niveaux de défi? Est-ce que vos clients sont dans le bon niveau de défi? Donc, c'est sûr qu'on peut être dans un flow, mais quand on voit que le niveau de compétence est très bas par rapport au niveau de défi, on va être plus dans l'apathie et le désengagement. Puis évidemment, quand le défi est perçu trop haut, c'est là où on va vivre de l'anxiété aussi. Donc, je ne sais pas s'il me reste 2 minutes ou j'ai pas vu la... 2-3 minutes. OK. Je veux juste voir... Bon, évidemment, quand on travaille en ergothérapie, en prévention, on va travailler pour la justice occupationnelle, donc pour l'accès à des occupations qui font sens, pour que la personne puisse prendre des décisions par rapport aux occupations qu'elle souhaite faire, qu'elle puisse aussi y avoir accès au niveau de son environnement, puis qu'elle ait les capacités pour faire ces occupations-là. Donc, c'est un peu comment on va travailler en prévention. Puis, on va travailler aussi en maintien, en renforçant ces facteurs-là. Donc, comment la personne peut développer sa confiance, des attentes réalistes, faire vivre des réussites, avoir suffisamment d'outils, puis une motivation, puis un espoir. Donc, ça, c'est les facteurs qui vont m'aider à mettre en place un sentiment de compétence pour agir sur la santé. Puis, il y a un outil que je n'ai pas pensé, même dans cette présentation-là, mais je pense que vous l'auriez aimé,
qui est super banal, vous pouvez tout le faire. Quand mes clients, on termine des suivis, je veux qu'ils se maintiennent dans le temps, j'ai pas le goût de les revoir. Fait que je sors ce que j'appelle une boîte à outils, qui est la première colonne, c'est quoi les défis vécus ou appréhendés. OK? On a choisi 3-4, les principaux là, qui pensent qu'ils pourraient vivre. Là, c'est quoi les signes pour identifier que la personne est en train de vivre ce défi-là? Donc, comment je sais que ce que j'appréhende, c'est en train de se passer? Ça a l'air banal, mais il faut comme être conscient, être disponible, et tout ça. Puis ensuite, quelle stratégie qui m'aide quand je vis cette situation-là? Donc, le listing des outils. C'est quoi, moi, qui marche? La respiration, le yoga, le chaud, le froid, mes médicaments. C'est quoi qui marche, moi, quand que je vis ça? OK? Puis la dernière ligne, c'est qu'est-ce que je peux faire pour prévenir de vivre cette difficulté-là. OK? Fait que des fois, c'est les mêmes stratégies, comme respirer, c'est bon tout le temps. OK? Mais peut-être que c'est autre chose aussi qui me permet d'éviter d'avoir à vivre cette situation-là. Puis ça, c'est bon autant si mon défi, c'est l'affirmation de soi, si j'ai mal dans le dos, si j'ai un problème alimentaire, peu importe le problème, le défi, là. OK? Fait que juste cette grille-là, ça devient un outil pour la personne, un peu comme sa trousse de premiers soins, que, tu sais, si je sais que je ne vais pas bien, souvent, on n'a pas beaucoup accès à nos ressources mentales quand on ne va pas bien. Donc, ils peuvent ressortir leur feuille et dire « Ah, c'est quoi donc qui m'aide pour pas que je les oublie tout ce que j'ai mis en place puis qui m'a aidé à retrouver mon équilibre. » C'est terminé? Merci.